Eh bien, bonsoir. Paracha Chaye Sarah, 5785. Paracha extrêmement riche qui commence de la façon suivante. Vayiou Chaye Sarah. C'était les années de Sarah, Me'ashana, 100 ans. Ve'esrim Shana, les 20 ans. Sheva Shanim, et 7 ans. Shene Chaye Sarah. C'était les années de Sarah. Alors, comme vous l'avez entendu, il y a euh, beaucoup de répétitions des années. Vayiou Chaye Sarah, je reprends, voici, c'était la vie de Sarah. D'accord? La vie, c'est au pluriel d'ailleurs, les vies de Sarah. Mea Shana, 100 ans. Ve'esrim Shana, et 20 ans. Ve'sheva Shanim, et 7 ans. Et ensuite, Shene Chaye Sarah, ce sont les années de la vie de Sarah. Donc les trois derniers mots, ils sont carrément inutiles. On les a déjà dans le passage. Shene Chaye Sarah, et Vayiou Chaye Sarah, et le mot Shana qu'on a en 3 fois. Elle est claire la question? J'ai cru qu'elle est claire. Très clair. Très bien. Ça, c'est la première question. Deuxième question, on continue le passage. Vatamot Sarah, elle est morte Sarah. Donc c'est étonnant. On nous parle, voici sa vie, et on nous dit, elle est morte Sarah. Bikiriat Arba, Ir Hebron, Be'eretz Kenaan, en Eretz Kenaan. Voyez-vous, Abraham, l'Ispod, les Sarah. Abraham est venu faire l'oraison funèbre de Sarah. Veliv Kota, et il a pleuré. Le Liv Kota, le Chaf, c'est un petit Chaf. Liv Kota, il y a un petit Kaf. Donc c'est le Liv Kota, il a pleuré, mais il y a un petit Kaf, c'est-à-dire que dans le mot, au milieu du mot, c'est le mot pile au milieu du mot, Veliv Kota, et il a pleuré, mais comme s'il fallait pleurer moins. On va essayer de comprendre pourquoi, comment. Comme Abraham, donc c'est la deuxième question. Comme Abraham, Meal, Penemeto. Abraham, s'est levé devant son mort. D'abord, il bénit les morts, et il a dit aux enfants de Chet, les morts. Alors, il va leur parler de l'achat d'un terrain à Hebron, qui appartient à un monsieur qui s'appelle Ephron. Il va leur dire, influencez-le qui me le vende. Il fallait absolument acheter ce terrain. Pourquoi? On va voir. Ce terrain, il va avoir une discussion avec Ephron. Il va l'acheter. Ephron va lui dire, va lui, va pas négocier, il va lui dire, vas-y, prends-le. Et puis finalement, il va lui vendre. Il dit, c'est quoi entre nous 412, d'accord, 400 shekels, pardon, vers la Socher, ce qui est une somme énorme. Il y en a qui ont fait la pondération par rapport à ce que ça vaudrait maintenant. Apparemment, ça vaudrait 1 milliard. D'accord? Vraiment? Oui, bien sûr, parce que c'est le. Si par exemple, ici dans le 16e, il y a une rue qui s'appelle rue de Longchamp. Pourquoi elle s'appelle rue de Longchamp? C'est parce qu'il y a un siècle, ça fait rêver certains, c'était un champ. Donc tu imagines ce que ça valait il y a 100 ans, un champ. D'accord? Non, c'est rue de Longchamp. Donc tu avais acheté le champ qui se trouve. Donc un champ, c'est quand même assez grande surface. Et tu le gardes et tu transmets ça de père en fils. On peut rester au collège jusqu'à Machiar. D'accord? Sans problème. Donc ça, c'est il y a 100 ans. Donc imagine avant. Bon, peu importe. Donc c'est une énorme somme. Énorme somme. Et il y a un sujet qui est le suivant. Normalement, quand tu dois faire une mitzvah et que cette mitzvah est trop chère, tu n'as plus la mitzvah d'acheter. Le loulav, tu as une mitzvah de donner beaucoup d'argent pour le loulav. Mais maintenant,
as une autre possibilité, tu n'as pas d'autre possibilité que de payer très très cher, t'es pas tôt. Pas tôt, tu peux pas. Je peux pas le faire, je peux pas le faire. Le gars en face, il me dit, ah, c'est 500 000 euros, sinon je te donne pas le dollar à faire. Je te donne pas mon dollar. Ah, bah, tant pis, j'aurais dû prendre le mien, là je suis sur un bateau, je peux pas le faire, je sais pas, ce que tu veux. C'est pas une, on est OK. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait lui? Il paye tout de suite direct. Il paye direct. C'est étonnant. On fait une autre question. Un autre sujet très intéressant dans la paracha, c'est que Abraham, il s'occupe, après avoir enterré Sarah, il s'occupe de marier Yitzhak. Le petit Yitzhak de 37 ans, il faut s'occuper de lui quand même. Et Eliezer est pris, et il dit comme ça, la jeune fille, Vayana, Asher Omer Elia Atina Kader, la jeune fille à qui je dirais, Tron- fais-moi voir, quoi. Atina Kader, tends-moi ta cruche, Veshte, et je vais boire. Et que de elle-même, elle dira, Ve'amra, Shete Begam Gemalecha Ashke, bois et je ferai boire tes chameaux, c'est elle. C'est bon? Et pourtant, on voit que quoi, quand c'est passé, il a vu une jeune fille, il a vu une jeune fille qui, il a vu une jeune fille qui correspondait à ça, et elle lui a dit quoi? Va tomber, Shete Adoni, elle lui a dit, bois, mon maître, va te Amaer, elle s'est dépêchée, va Toret Kada Aliada, va Tashkeu, elle l'a fait boire. Va Tekal, va Techal et Ashkota, elle a fini de lui faire boire. Et c'est uniquement quand elle a fini de lui faire boire qu'elle lui a dit Gam ligmalecha eshor. Donc elle n'a pas fait exactement la chose. C'est un problème. Et lui a dit quand même c'est la bonne. On sait que lui, il aurait préféré que ceux qui ne la trouvent pas. Parce qu'il avait une fille. Abraham, il a dit tu maries pas avec ta fille. Toi, tu es maudit, tu es un peuple issu de la malédiction. Je veux un peuple issu de la bénédiction. C'est pas ta fille. Mais il s'est dit s'il n'y a rien d'autre. Alors, si c'est de toute façon une fille issue de la malédiction, c'est sûr qu'Abraham il prendra la mienne. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le test, contrairement à ce qu'on voit tous ensemble, ben, n'est pas tout à fait réussi. Je répète, lui, il a dit, si la jeune fille, je lui dis, fais-moi boire, et elle te dit, je te fais boire toi et tes chameaux, c'est la bonne. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé. Il y a une jeune fille qui est arrivée, il lui dit, fais-moi boire. Elle l'a fait boire. Elle a attendu qu'il finisse de boire. Quand il a fini de boire, elle a dit, bon, bah, je vais faire boire à tes chameaux. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas si spontané. C'est pas, il restait de l'eau dans la cruche, peut-être. On ne sait pas. Donc, le test n'a pas marché. Vraiment. Et donc, Eliezer a dû se précipiter pour, euh, Eliezer a dû se précipiter pour dire, ah, elle ne remplit pas toutes les cases. Il y a un petit défaut. Moi, ma fille, elle est super de la maison d'Abraham. Je suis le Talmid Moubak. La Chesed, elle connaît ça par cœur. D'accord, on est maudit, mais là, on peut changer l'histoire, quoi. Eh ben non. Il n'y a pas le. Ah, alors, je reprends les questions.
Première question. Donc elle avait 100 ans et 20 ans et 7 ans. Et c'était les années de la vie de Chaye Sarah. Il y a beaucoup de répétitions dans ce mot, comme on a dit, le nom Chaye Sarah, c'est mis et remis et remis. Deuxième question, Vélif Kota, il y a un petit kaf, il y a un petit khaf. Ensuite, on a une autre question. On dit qu'Avram, il va payer 400 shekels, alors que quand tu payes 400 shekels, tu es quoi, hein? C'est pas tout? C'est trop? Oui, finalement, ça dépasse. Encore une question. Quand Rivka, elle, quand Eliezer il fait le test, il dit, il demande le test, comme ce qu'on le voit, il dit, si elle me dit, je te donne à boire et aussi à tes chameaux, ça marche. Or, elle n'a pas fait ça. Elle lui a donné à boire, elle attend qu'ils finissent de boire, donc il y a du temps qui se passe. C'est après seulement qu'elle dit, avec le reste de l'eau, je donne moi à boire à tes chameaux. C'est pas la même chose. Parce que peut-être que lui il veut boire et boire et boire et boire, et donc on dirait que c'est presque limité. C'est pas la même chose. Et pourquoi Eliezer n'a pas sauté sur l'occasion pour dire, je suis pas tout, j'ai pas besoin. Il va jusqu'au bout de la mission. Il comprend quelque chose. Alors, on va d'abord donner les réponses point par point, et puis après, on fera comme d'habitude le lien entre les différentes réponses. Alors, le premier, c'est pour ceux qui ont l'habitude de Meshorim. Je ne pense pas que je passe une année de Chaye Sarah sans le dire, parce que ça fait partie ici des fondamentaux. Donc, je m'excuse pour ceux qui sont capables de le faire comme moi, voire mieux que moi. D'accord? Comme il y a en dessous un ami très sincère qui s'appelle Serge, auprès de lui, parce que il peut même me corriger. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est important d'entendre. On va lire Rashi. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi sur Shene Chayesara? Shene Chayesara. Pardon. Alors, il dit comme ça. Merci. Voilà. Voilà. Non, mais avant. ו-20 שנה ו7 שנים. לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל. Voilà pourquoi c'est marqué Shana pour chacun des. C'est pour te dire que chaque Shana doit être interprété, nous dit Rachid, je ne vous le lis pas, je le traduis direct, il doit être interprété pour lui-même. Batme à 100 ans, elle était comme 100, comme 20 par la faute. Jusqu'à 20 ans, les fautes ne sont pas. Ouais, elles ne sont pas vraiment comptées, parce qu'on est un petit peu farfelu. On a un peu un manque de maturité. Bon, ici à cette heure, il y a des exceptions qui confirment la règle. Donc, on n'a pas de faute. On est considéré comme à 20 ans, c'est le départ à 20 ans. D'ailleurs, on dit qu'un enfant, il n'est jamais puni pour ses fautes avant 20 ans. On aime bien, on voit des enfants, on voit les nous qui. Alors donc, ça, c'est les comptes du bon Dieu. C'est pas une punition, c'est le problème il y a les parents, il y a un truc, il y a des problèmes qui arrivent et que c'est pas forcément la faute qui a provoqué. Donc bon, là, c'est un autre gros sujet qu'on n'abordera pas. Donc à 20 ans, donc, il y a pas la faute. Donc, à 100, elle était aussi sans faute qu'à 20 ans. De la même façon qu'à 20 ans, on considère qu'elle n'avait pas fauté, parce qu'il précise qu'on n'est pas batonchin,
on n'est pas responsable, on n'est pas puni pour ses fautes, donc on considère qu'il n'y a pas de faute. À ce moment-là, à 100 ans, elle n'avait pas de faute. Bat Esrim, qui est Bat Sheva, les Yofi. Et à 20 ans, elle était aussi belle qu'à 7. À 7 ans, c'est beau. Disons qu'à 7 ans, il n'y a pas de rides, il y a la peau, elle est ferme, je ne sais pas. En tout cas, il y a une beauté particulière à 7 ans. Et donc, elle était belle à 20 comme à 7. Et elle était sans faute à 100 comme à 20. Très bien. Et Rachi précise, Chaye Sarah, les années de la vie chez Chaye Sarah, les 3 mots qui sont en trop, puisqu'on a déjà dit les années chez on a déjà dit Chaye Sarah, et on finit par Shene Chaye Sarah. La réponse, c'est l'explication de Rachi, ça veut dire quoi? Kulan Shavin les Tova. Elles sont toutes équivalentes pour le Tova. Kulan Shavin les Tova. Ça veut dire quoi ça? Kulan Shavin les Tova. Kulam, toutes, Shavim, équivalentes, les Tova pour le bien. C'est-à-dire que, et je me demande si on n'a pas vu ça récemment. En tout cas, je vous le redis, c'est fondamental et on passe très rapidement à la question d'après, mais on verra bien que c'est dans le sujet. Le Tov, c'est quoi le Tov? C'est vraiment important que vous mémorisiez ça. Le Tov, c'est quand il y a de l'avenir. Le Ra, c'est quand il n'y a pas d'avenir. Kulam Shamin et Tova, que toutes ces années, c'est-à-dire ces années, chaque instant, chaque moment, il était le Tov, ça veut dire qu'elle prenait toujours la bonne décision pour l'avenir. Des fois, se lever, c'est le Tov, parce qu'on se lève tôt le matin. Des fois, se lever, c'est le Ra, parce qu'on se lève pour une bêtise, parce qu'on se lève trop tard. Donc, elle, tout ce qu'elle a fait, manger, se lever, tout. On ne parle pas des mitzvot ici qu'elle a fait. On parle de sa vie. Sa vie entière, c'était le Tov. Notre vie, on doit la diriger vers le Tov. Le Tov, c'est par exemple de dire chaque mot qui va vers l'avenir. Des fois, un reproche, ça peut être Tov. C'est rare. C'est rare un reproche Tov. De nos jours, les reproches, c'est à manipuler avec précaution et c'est compliqué les reproches. En tout cas, un reproche cinglant, dit d'un ton énervé, caractérisant la personne comme quelqu'un qui dirait à son fils ou sa fille, t'es feignant. Tu es feignant, c'est dramatique. Ouais, t'es feignant, t'as rien fait. C'est pas bien. Pourquoi? Parce que l'enfant, il va se dire, je suis feignant. Voilà. Tu lui dis une fois, deux fois, trois fois. Lui, dans sa tête, l'enfant, il dit, je suis feignant. Alors, je trouvais pas. Bah, tu m'as dit, papa, je suis feignant. Il ne le dira pas. Mais inconsciemment, ça va se mettre en place. Dans le Shalom Bayit aussi, les Shalom Bayit, c'est un homme, il dit à sa femme quelque chose de péjoratif. Eh bien, à la limite, si c'est vraiment important de dire quelque chose, tu dis, oh non, une femme qui ne sait pas cuisiner, donc si tu lui dis tu ne sais pas cuisiner, c'est pas ça. Je ne sais même pas s'il faut lui dire ce plat, il est un peu trop salé, mais peut-être que tu. Ah, il y en a il y en a qui est venu, il m'a dit, il lui dit de ne pas dire de reproche. Alors je me dis, c'est pas mal ce que tu fais, mais chérie, mais peut-être tu prends conseil chez ma mère. Je lui ai dit, écoute, il y a des choses à pas dire. C'est bien de dire, je prends des conseils, mais dis à ta copine ou à ta mère à toi. Mais à la tienne, c'est pas. Surtout si ta mère, quand elle arrive chez toi, elle fait ça manque de sel, ça. D'accord? Donc, c'est pas bien parti. Donc, en tout cas, non, l'encouragement, c'est top. Des fois, il faut quand même stopper. Ça, c'est chacun, mais il faut à manier avec parcimonie, intelligence, douceur.
puisqu'on est là, j'appelle cette histoire de Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui, euh, qui, euh, qui, au bout de plus de 60 ans de mariage, il a pu dire, moi, j'ai jamais blessé ma femme. J'ai jamais eu à lui demander pardon. Et si je fais le bilan, j'ai pas à lui demander pardon sur rien. Non, Rav Shlomo Zalman, c'était le Rav Chaim Kanievski de la génération de 3 générations avant. Donc, c'est pas. Alors, on lui a dit, Rav, par Manu, comment vous pouvez faire ça? Ah oui, mais il faut même. Mais lui, il pouvait. Il a dit, parce que le jour de mon mariage, j'ai pris une décision. La décision, c'est la suivante. Je me suis dit, si j'ai un reproche à faire à ma femme, ou si on n'est pas d'accord sur quelque chose, alors je lui dirai. Mais j'ai mes 3 conditions au préalable. Première condition, me poser la question si vraiment, vraiment, elle a tort. Peut-être faut bien que je renvoie tous les détails. Vous savez, parfois, les gens, ils font quelque chose, et quand tu leur dis, mais c'est normal qu'elle l'ait pris mal parce que ça, il arrive, il dit, mais non, elle ne peut pas interpréter ça comme ça. Il réfléchit, il réfléchit. Il faut mettre du temps pour qu'ils comprennent que oui. Et de toute façon, c'est comme ça qu'elle l'a pris. Hmm. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, c'est pas méchant. C'est même pas maladroit, parce que quand c'est demande conseil à ma mère, c'est assez maladroit. C'est suicidaire, oui. Non, pardon. C'est, euh, mais je parle de quelqu'un qui, sur le fond, quand tu n'analyses pas un petit peu plus après, bah, tu vois que quoi? Effectivement, ça a de quoi blesser. Il faut analyser. Elle a compris autre chose. Elle a compris un ou deux ou trois pas plus loin. D'accord. Donc lui, il a dit, j'analyse bien, 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 si vraiment j'ai raison qu'on fasse A au lieu de B comme elle veut. Si c'est bon, je me pose une deuxième condition. Deuxième condition, c'est est-ce que je peux lui faire un ou deux compliments avant pour détendre l'atmosphère? Pour être sûr qu'elle va être mécabelle, qu'elle va recevoir, qu'elle va accepter le reproche. Le reproche ou la décision. Troisième condition, justement, on en parlait. Est-ce que je suis sûr et certain que la façon dont je vais formuler la phrase, donc je me la formulais dans ma tête, est-ce que je suis sûr et certain qu'elle ne prendra pas ombrage? Sûr et certain qu'elle ne peut pas l'interpréter, sûr et certain. Donc, premièrement, est-ce que j'ai vraiment raison? Deuxièmement, est-ce que je peux faire un compliment? Troisièmement, est-ce que la formule de ma phrase est 100% dans le bon sens? S'il y a ça, je faisais. S'il n'y a pas ça, je ne faisais pas. Donc ça, c'est le tov. Vous voyez, ça, c'est les gdolim, c'est le tov. Le tov, c'est quoi? C'est le même maître qui fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Dans les années 50, quelque chose comme ça. Il n'éteignait pas. Il allumait avec ça, éteignait celle-là et continuait. Il n'éteignait pas. Et un jour, un de ses anciens élèves, parce qu'il a enseigné 60 ans, hein. Il est mort à 80, 90, et à l'âge de 22, 23, 25, il enseignait déjà. Il a accepté sur sa tombe qu'on mette uniquement, il a formé beaucoup d'élèves. C'était le gars de là-dedans. Il a dit, vous ne mettez pas rien d'autre que ça. Je ne veux pas grand, sadique, je ne veux pas de ça. Il a formé beaucoup d'élèves. Les Gdolim, ils ne veulent pas qu'on mette des choses. D'ailleurs, il ne faut pas. Il ne faut pas mettre des choses vraies, pas mettre des choses, des superlatifs, etc. Bref, je ferme la parenthèse. Et un de ses élèves, qui après a fait des études de médecine,
Au bout d'un certain temps, il revient voir son maître, prendre une bracha, voir son maître, poser une question, et il le voit fumer comme ça. Il dit, ah, vous fumez toujours? Il dit, bah oui. Il était là, il avait ses deux paquets de cigarettes, un entamé et l'autre qui était pas encore entamé. Et il lui dit, mais Rav, euh, c'est dangereux pour la santé. Pardon? On ne savait pas à l'époque que c'était dangereux. Il n'y avait pas marqué fumais-tu avec des photos de poumons. Je ne sais pas comment ils continuent pour fumer avec ça, mais c'est pas grave. Euh, il dit, ah bon, t'es sûr? Ah, Rav, je vous assure, hein, moi je suis dans le service spécial machin, on fait des couvertes là, c'est sûr, ça abîme les poumons, ça abîme ceci, cela. Ah bon, alors, si tu dis, il éteint sa cigarette, prend ses deux paquets, il brise comme ça, il met une poubelle, il jette, c'est bon, j'arrête de fumer. Il n'a plus touché une cigarette de sa vie. Ah, voilà. D'accord? Ah, voilà. Ah, bref, Shlomo Zalman. Shlomo Zalman. Shlomo Zalman Auerbach. Je crois, je sais. Donc, ça, c'est le Tov. Lui, il s'est dit, c'est mauvais pour la santé, j'ai envie de vivre. J'ai envie de tousser, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Il arrête. Il y a plusieurs histoires. Il y en a une aussi, effectivement, avec Rav Shach. Ouais, c'est Il y en a une, ouais, mais celle-là, je l'ai lue de Shlomo Zalman Auerbach. Ils allaient tout de suite. C'était pas connu avant. D'accord? On va me dire, moi, je connais des grands raves qui fument encore. Bon, attention, on va pas non plus accuser de tout ce qu'il fait, mais je veux dire, il décide, il prend la décision, le top, ça y est, terminé. Très bien. Donc ici, ça, c'est la réponse à Shene Chaye Sarah. Kulam Shavim le Torah. Kulam Shavim le Torah, ça veut dire que tout est pour le bien. Ça, c'est fondamental. Il y avait une deuxième question. Velif Kota. Il a pleuré Sarah. Il a pleuré Sarah. Ça veut dire quoi? Pourquoi il a marqué? Il a pleuré Sarah. Pourquoi? C'est un petit kaf. C'est effectivement pour dire le, les pleurs, c'est un moment. Les pleurs dans le deuil, c'est un moment. Il y a des moments pour pleurer. Il y a marqué 3 jours de pleurs. 3 jours, tu peux pleurer. Lâche-toi, tu peux pleurer. On est 7 jours de deuil. Les 3 premiers jours, oui. Après, les 4 autres, ça y est. C'est triste. J'ai pas dit qu'il n'y a pas. C'est le deuil, c'est des shivas. Mais les 3 jours, une fois, j'ai vu un Talmid Chacham, un grand Talmid Chacham, deux, ils étaient deux, le frère du défunt et le fils du défunt. Ils pleuraient comme des. Je n'aime pas ce terme pour. Mais vraiment, ils pleuraient, ils pleuraient. Vraiment pleurer, des pleurs. Et, et ma femme elle m'a dit, et c'est presque choquant. Ouais, comme ça, je vous dis, à grande mousse, sans s'arrêter. Dans les spédimes, ils pleuraient avec la gorge comme ça. Oui, 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 son père, comme ça. Et enfin, elle m'a dit, quand même, je lui ai dit, c'est des grands amis des Chachamim. Tu verras que tel jour, terminé. 3 jours, ils ont pleuré comme ça. La fin du troisième, fini. Mais c'est des gens, ils font ce que. Ils n'ont pas dit, c'est marqué 3 jours qu'il faut pleurer, donc on pleure 3 jours, hein. C'est que c'est comme ça que leur Torah les a façonnés. Ça, c'est le Tov. Mais après, l'Ifkota, le Kaf. Le Kaf, c'est quoi? Il y a un temps pour tout. Il faut pleurer, mais il y a des étapes. Step by step. Ça aussi, c'est le Tov. Ça aussi, c'est. Même là, donc on a vu quoi? Que même dans une douleur, eh bien, on fait marcher la halakha, on fait marcher ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. On a vu que la question que Avram, il va payer les 400 shekels vers la soirée.
400 shekels plein pot. Il va payer ça. Il n'est pas tôt. C'est pour enterrer Sarah, oui. À la limite, le loulav, vous me direz, mais alors il loupe la mitzvah de loulav. Je dis, bah oui, bien sûr. Ah oui, mais peut-être qu'il faut payer. Si Abraham, il avait payé 400 shekels pour la mitzvah de loulav, tu m'as dit, bah il ne peut pas la faire. Sinon. Mais là, il peut enterrer Sarah. Trop tard. Et elle est grande, la terre, quand même. Il y a d'autres endroits. Alors, il avait vu que c'était le meilleur endroit, Hebron, c'est sûr. Pourquoi? Un agneau s'était égaré. Abraham, il a été le chercher. Il est arrivé dans une grotte. Il a senti l'odeur de Gan Eden. Et il y avait quoi là-bas? Il y avait la dépouille de Chava, de Adam et de Chava. De Adam et Ève. Et donc, il s'est dit, waouh, c'est une porte spéciale, là. Faut y aller. Je ne sais pas si vous avez été à Hebron, je vous conseille. Sous escorte blindée de nos jours. Euh, et vous savez, c'était toujours pareil quelque part. J'avais été, je ne sais pas combien de temps, pas très vieux, mais je devais avoir 7 ans. Et on était dans un taxi, je me rappelle, il n'y avait pas d'air conditionné, avec mon père, Zichron Bacha, on faisait les lieux saints. On était à Hebron en taxi, taxi privé comme ça qu'on prenait toute la journée. On allait à Yerushalayim, au Kotel, et après à Hebron. Et on avait nos petits sandwichs, là, et on ne trouvait pas des. J'avais 7 ans, il y a 15-16 ans, donc il y a quelques dizaines d'années. Donc, il y avait. Ne me regardez pas comme ça, c'est très blanc. Non, non, c'était après la Deuxième Guerre, hein. Donc, il, donc, on avait le petit sandwich, les petits sandwichs, le petit truc, etc. On est passé à Hebron, on descend de là-bas, on est dans la voiture, et là, il y a des petits Arabes sur le côté comme ça qui sont là, qui viennent vers la voiture et qui tapent, qui font montrer, qui voient qu'on est, nous, on est un petit peu en train de manger avec mon frère, et qui tapent comme ça, c'est et qui tapent à la porte, genre, on a faim. Et la fenêtre était ouverte parce qu'il n'y a pas le masgan dans les voitures à cette époque-là. Et donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a été éduqués comme ça, on a arrêté de manger, on a pris notre sac, tout ça, on leur a donné. Et, et nos parents, ils ont bien dit, c'est comme ça qu'on a été éduqués. Nous, les gens, ils ont faim, nous, on sait que ce soir, on mange, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand la voiture est partie, ils nous ont jeté des pierres. Et moi, j'ai fait le titre dans la tête, je dis, oh, c'est bizarre quand même. Ils nous remercient en jetant des pierres. Des petits cailloux. Et le taxi, il s'est arrêté, il est descendu, il leur a crié dessus. C'était pas comme maintenant, si tu reçois des pierres là-bas, Ouh, d'accord? Ça, c'est l'éducation, ça s'appelle. Il y a l'éducation juive et l'éducation du reste. Donc, par rapport aux événements, je dis rien, mais vous comprenez que c'est pas tout vient dans l'éducation. Si on t'éduque à aimer ou à autre chose. Problème. Alors, pourquoi il a payé 400? Il y avait d'autres endroits. Alors, première réponse relativement simple, mais quand même qui ne répond pas au principe de la Lara, c'est que l'important, c'est le Olam Haba. L'endroit où on est enterré, c'est important, pas rien. Donc, l'enterrer sa femme dans le meilleur endroit, là où il y a Adam et Chava, puisque qui c'est qui a enterré Adam et Chava? C'est le Ribono Shel Olam lui-même. Donc, c'est le choix parfait. Donc, faut aller là-bas. C'est la porte du Olam Haba. Et l'important, c'est les mitzvot. Les mitzvot nous donnent le moyen d'aller au Olam Haba. C'est pas le Olam Hazé. Malheureusement, il y a des gens qui font des bar mitzvot à, je dis n'importe quoi, à 50 000 euros. Et je suis gentil.
D'accord? Les salles, maintenant, une salle ici à Paris de 200, de 300 personnes, c'est 20 000 euros, quoi. Vide, sans rien, etc., etc. Puis après, quand il appelle, Arabe, c'est bon et tout, vous venez hein, au Tricathlon, parce que j'ai un feu d'artifice à la fin du truc. Puis en plus, vous savez qu'il aime les chevaux, mon fils. Alors j'ai fait venir un pur sang qui a gagné le Grand Prix d'Amérique. Bon, ça coûte un peu un petit truc, mais il va le chevaucher, il va le verder, et puis je vais venir à Chouaki et à Fried, il en faut deux parce que je voulais un Sfarad dans Ashkenaz, parce que vous savez comment c'est, il y a des gens se vexent. Très très bien. Alors je vous appelle parce que est-ce que vous avez quelqu'un qui vend des films? Oui, je peux vous indiquer des gens, etc. C'est quoi le budget? Je dis, écoutez, un budget des bons de filines, c'est 800 euros. C'est des bons de filines. Maintenant, moi, mes enfants, j'ai acheté un peu plus cher, plutôt 1500 euros. C'est pas mitzvah, c'est quoi ces prix? J'en ai vu à 300. Au chouk, là, quand vous descendez là, chez les Arabes, d'accord, vous avez du papier dedans. De toute façon, c'est très, très improbable qu'il soit caché. Mais au moins un 500. Je dis 500, ça peut être caché, mais ça va pas tenir beaucoup. Hein. Il y a des règles, si vous voulez. Il y a la qualité du cuir, la qualité du parchemin, la qualité de ce qu'on écrit, etc. Ouais, bon, écoutez, 800, vous dites que c'est bien. Je dis, attendez, je comprends pas. Je peux avoir le budget, rien que votre wedding planeuse, elle prend pas je la connais, elle prend pas parce que j'aide beaucoup les gens dans leur mariage, ou j'aide à organiser certaines galas, et donc je connais bien le marché. Je dis, celle-là, je la connais très bien, c'est une fille parfaite, mais elle prend pas un mariage ou un événement à moins de temps et de temps, donc je pense qu'elle vous a peut-être fait un prix, mais c'est quoi, 2 000 euros ou 1 500 € pour défiler dans votre prestation? Parce que les gens, ils ne comprennent pas que. D'accord? Vraiment, il comprend. Il dit 1 milliard, tu veux 1 milliard pour l'endroit? Je te donne. Tu veux, je te donne. Vraiment, il aurait dit moi, je paye toute la soirée, je te donne 500 euros pour organiser la soirée. Chanter, ça va, on va chanter en famille. Pas besoin d'orchestre parce qu'on va faire. D'accord, on va taper, on va truquer, il y a bien qui va une guitare. Manger, bon, on va demander à Tata Flecha, à tout le monde de faire, chacun il fait un poulet, un truc. Et ça y est, on est bon. Bah, vraiment, c'est pas comme ça. Ça, c'est première réponse. Et une autre réponse. Pour comprendre l'autre réponse, on va raconter une histoire. Vous savez que quand il y a le bonheur d'avoir un garçon, puisqu'on a 30 hommes là, d'avoir un garçon comme enfant, un fils, alors il y a une brit mila au bout de 8 jours. Comment on se calcule le jour? Eh bien, le 8 jours, en comptant le jour de la naissance. Il naît un lundi midi, la bride, c'est lundi, d'après, 8 jours. D'accord? En comptant bien sûr le jour de la naissance. 8 jours, ça fait en fait le même jour. Donc il est un lundi, bride lundi. Sauf s'il est né le lundi soir. S'il est né le lundi soir, eh bien, c'est mardi, puisque c'est la nuit. Puisque lundi soir, c'est mardi. S'il naît mardi soir, c'est mercredi, on fait la bride là la journée, le plus tôt possible. Voilà qu'il y a dans une, dans une famille traditionnelle, Rosh et Shabbat, c'est exactement, je crois, c'était Herzliya, il y a un enfant qui naît. Un enfant qui naît un vendredi. Les parents, ils appellent. Le, les parents, ils sont comme ça un peu. Ils appellent, ils veulent le meilleur. Et ils appellent, à l'époque, il s'appelait Rav Shalom Tzidkiyahu. Histoire d'il y a plus de 30 ans. Rav Shalom Tzidkiyahu, c'était le Moël international. Les gens, ils payaient pour qu'ils viennent. Et grand, grand sadique. Il voulait ce Moël.
Ils lui ont dit, il est né vendredi. Il dit donc, la Brit Mila sera, d'accord, il est né vendredi soir, pardon, vendredi soir. Donc, la Brit Mila sera Shabbat. Il n'y a pas de... Maintenant, lui, il prend ça comme argent comptant. Donc, ça ne le dérange pas de venir Shabbat, sachant que eux, ils lui proposent de le loger, etc. Il lui dit, moi, non, je reste dans ma communauté, etc. Je viendrai. Il dit, mais à pied, c'est 1 heure et demie. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Je viens. Il y a un Shabbat, je marche 1 heure et demie. Voilà que le jeudi se déclenche une vraie tempête. Ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut. Je crois de 30-40 ans de ça, il n'y avait pas les imperméables qu'on voit maintenant, les choses comme ça. Peut-être 50 ans. Et voilà que le vendredi matin, donc il pleut, ils ont prévenu une semaine comme ça. Il pleut et à taureau. Vendredi matin, il a un petit doute dans sa tête, le Moed, et il dit, il les rappelle, il dit, à quelle heure il est né, le petit? Il dit, après les lumières de Shabbat, après les lumières de Shabbat. Après les lumières de Shabbat, c'est pas la Shkia. Après les lumières de Shabbat, c'est pas Shabbat. Enfin, bien sûr, c'est Shabbat. Tu allumes, c'est Shabbat. Je veux dire, tu peux allumer un peu plus tôt, etc. En tout cas, c'est pas la nuit. Et il lui dit, vous pouvez aller voir le livret de famille. Et il est né effectivement dans 1 heure, d'accord? C'est 13 minutes. 13 minutes après la lumière. Et ça, c'est un problème. C'est un safek si c'est vendredi ou samedi. Ça serait plutôt. C'est un safek, c'est un doute. C'est vendredi ou samedi. Or, quand je ne sais pas si c'est vendredi ou samedi, vendredi, je ne peux pas faire. C'est pas qu'il lui dise, ah bah c'est aujourd'hui, il faut speeder, j'arrive tout de suite en voiture. Il dit, vous êtes tombé dans la date de la naissance, c'est un doute. Et dans un cas de doute, qu'est-ce qu'on fait? Vendredi, je peux pas, je peux faire ou pas? C'est peut-être samedi. On est d'accord? Samedi, je peux faire ou pas? Non, parce que c'est peut-être vendredi. Et c'est parce que samedi, je peux faire que si ça tombe samedi. Sinon, j'ai pas le droit de le couper. Ah oui. C'est pas le Zman. Mm. C'est pour ça que si j'ai un doute entre vendredi et samedi, une Brit Mila Shabbat, c'est uniquement quand je suis sûr que c'est Shabbat. D'accord? Sinon, je le fais vendredi. Non, pas à la même heure. Mais non, c'est un jour trop tôt. Vendredi, c'est un jour trop tôt. Est-ce que vous comprenez? Donc finalement, il lui dit, il n'y a pas le choix, il faut le faire dimanche. Et c'est correct. D'accord? Il faut le faire dimanche. Mais là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je répète, il est né, on ne sait pas s'il est né vendredi ou samedi. D'accord? Donc, est-ce que je peux faire la bride vendredi? Ben non, parce qu'il est peut-être né samedi. Bon, est-ce que je peux faire la bride Shabbat? Non, parce qu'il est peut-être né vendredi. Et Shabbat, je ne peux faire la bride qu'un enfant qui est sûr d'être né Shabbat, sinon je suis Mechal Shabbat, on n'a pas le droit de couper. Donc il leur a dit, c'est dimanche. Elle dit, mais on a prévu les gens, l'hôtel, tout qui viennent, Seudat Shabbat, pour la Seudat de la bride, etc. Il appelle, il dit, écoutez, bah, vous ferez une Seuda, vous appellerez ça la Seuda, ne décommandez pas, puisque traiteur, machin, tout ça. Et vous ferez une Seuda de Mitzvah de Shabbat, avec des chants pour l'enfant, et dimanche matin, ceux qui peuvent rester, ils restent, ceux qui ne peuvent pas rester, ils ne restent pas. Et ils reviennent, de toute façon, si Shabbat, ils prennent la voiture, ils rentrent chez eux, ils reviennent, bon, et ça sera quand même un moment, et si on dit, de toute façon, on n'a pas le choix, puisque décommander maintenant, le traiteur, on a tout payé, etc. Donc, ils font le repas. Et vendredi soir, ça se passe bien, ça chante, et Shabbat midi.
Et vers le milieu du repas, il voit arriver dans la salle de réception le Rav Shalom Tzidkiaou, mouillé, mais trempé, le chapeau qui croque. D'accord? Tu prends quelqu'un, tu le mets sous une douche pendant 1 heure, habillé, fais l'expérience si tu veux. Tu me diras comment c'est. Je fais des photos après, un selfie. En tout cas, peine à voir. Il fait peine à voir. Les gens s'inquiètent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il lui donne tout de suite, quelqu'un va chercher une chemise, quelqu'un va chercher un truc, on le, on le sèche, tout ça. Et puis là, il prend la parole. Il dit, voilà, il m'est venu une petite frayeur. Et je vous prie de m'en excuser, mais je voulais quand même écarter tout soupçon. Il s'adresse aux parents, il dit, quand je vous ai dit hier que c'était un doute et qu'on ne pouvait pas faire Shabbat, vous avez insisté et nous invité, etc. Et vous êtes sûr, et c'est quoi? Et vous n'avez pas émis des doutes sur ce que je disais, mais vous avez accepté. De toute façon, il n'y a pas de choix, parce que c'est moi qui décide si on l'a fait ou pas. J'ai pas voulu que vous pensiez que c'était le fait que la pluie battante ferait quoi, hein. Mon père me disait, hein, ouais, voilà, fait un jour plus tard, c'est l'homme échané, c'est pas grave. C'est très grave. Une très grande misère de faire le jour même. Il faut tout faire pour faire le jour même, et si le rabbin te dit c'est pas possible, si le médecin te dit, ouais, ouais, tu vas voir le rabbin, il dit le médecin dit ça et ça et ça, et le rabbin il te dit il faut suivre le médecin. Si le rabbin a un doute, il va demander que tu demandes à 3 médecins. 3 médecins, tu demandes. Si deux ils disent faut repousser, tu repousses. Si deux ils disent que tu peux faire, tu peux faire. Ça, on ne joue pas avec ça, d'un côté comme de l'autre. Donc, j'avais peur que vous me disiez, je suis Nogia Badavar, ça s'appelle. Nogia Badavar, c'est-à-dire je suis intéressé à la chose. Ah, il est intéressé, le gars. On prévoit des tempêtes, le vent, la pluie, le froid. Imaginez qu'il pleuve maintenant et qu'il faut que tu fasses 1 heure et demie en t-shirt. Il faut le faire, quoi. Il dit, mais je voulais faire ça pour vous montrer que j'étais pas Nogia Badavar. Il faut vraiment le faire demain. Demain, ça sera une grande Mila. Et en attendant, il faut qu'on. Les Chaïm, il a fait des Dvar Torah, ils ont chanté, ils ont dansé. Il voulait montrer qu'il n'était pas Nogé Davar, pas partie prenante. Avram, il a fait pareil. Il a montré qu'il n'était pas partie prenante. Ah, ça me coûte trop. Ah, donc t'es partie prenante, quoi, ça te coûte de l'argent. Ouais, j'ai même la halakha pour moi. Eh pas à ce point-là. Et parfois, on se dit ça. Il pleut un peu. il- Ouais, je suis fatigué. Je sors du bureau, de trucs, des gardes, des trucs. Je suis fatigué. Ouais, c'est marqué, pas tout. Ah, je suis pas Superman. Ah, mais c'était un bon billet à prendre. Eh, tu serais bien levé. Tu aurais été quand même malgré le froid. Une fois, le, le Radak, il avait 90 ans, il était à Tzfat, c'était un Russe. Il a, il a, il a perdu sa. Il a, non, il avait 90 ans à Tzfat. Il est parti de Russie. Et c'était le jour de la Yortzeit de son père. Le de son père. 90 ans, Tzfat, il est fatigué, âgé, et il faut absolument aller à la choule pour prier le minyan, faire Kaddish. Il neigeait. Tzfat, c'est en hauteur. Il fait froid l'hiver. Et il neigeait beaucoup. Et là, il hésite à aller à la choule. Il est âgé, 90 ans, fatigué. Et, et là, vraiment, il y a une neige que pas tôt.
il y a un petit-route quand t'es vraiment âgé, fatigué, même si c'est la Yortzeit, ça fait de la peine. Mais qu'est-ce que tu veux, tu peux faire à ce moment-là pour un Katish, tu fais le septième Pérec de Mikvaot, Leilou Nishmat, du défunt. Mikvaot, c'est des Mishnayot, donc tu sais étudier, ça te prend 10 minutes, maxi, quand tu les connais en plus, d'accord? Et savoir Kaddish, septième Pérec de Mishnah Mikvaot. Donc il y a des possibilités de faire. Possibilité d'aller chez le voisin, dire tiens, va envoyer quelqu'un, fasse les Nishmat. Mon père, moi, je ne peux pas être trop fatigué, trop âgé. Personnes âgées de se lever du salon à la salle à manger, ils ont du mal à tenir compte de ça. Donc, tu imagines sortir le froid, le truc, là, voilà. Et tout d'un coup, il prend conscience de quelque chose, il met son manteau, il met son truc, il va pas à pas à la chaude, sous la neige. Des adultes en pleine forme, ils se sont dit, je on reste à la maison. Lui, il y va, il se retrouve dans la choule, il y a moins de monde que d'habitude à cause de la neige. Il voit le Radak, il fait la tefila lui-même. Chez Ashkenazim, c'est très important de faire la tefila comme chez Aliartzibo. Et voilà qu'il se met à pleurer. À pleurer, à pleurer, à pleurer. Ah putain. Il avait pas écouté mon chiot. Il a marqué l'Ifkota, c'est pas possible. Il l'a pas vu par Roi Kodesh, ce que je voulais dire. Chas de Shalom. Ses élèves, c'est un grand. Ils sont tous étonnés, les élèves. Ça, on pleure pas comme ça. 90 ans il a, le père il est niftar, peut-être il y a 50 ans. Qu'est-ce que tu pleures comme ça? Il se calme, il s'assoit, il finit la tefila. Les élèves, ils ne tiennent pas. Ils vont le voir. Ils disent Makara. Il dit je pleure pas sur mes parents. Les parents, ils sont bien là où ils sont. C'est sûr. Je pleure sur moi. Et pourquoi? Je vais vous raconter quelque chose. Je vais vous raconter quelque chose. Mon père, il vendait des cheminées. C'est un spécialiste des cheminées. En pierre, il savait les faire. Il fallait des pierres spéciales. Et c'était pendant la guerre, laquelle russo-chinoise, je crois, 1900. Oui, ouais, cette guerre-là, je pense. Et donc, il n'y avait plus d'importation de pierres. C'était coupé, les routes étaient coupées. Et donc, mon père, il s'est retrouvé sans travail. Et donc, on commençait, mon père ne pouvait plus payer les mélamèdes. À l'époque, il n'y avait pas les yeshivot. Donc, on payait quelqu'un qui apprenait un enfant, surtout qu'il n'y a pas les yeshivot à cet âge-là, de cet âge-là. Lui, il avait 9, 10 ans, 10 ans, 11 ans. C'était un génie. Il apprenait la Gemara, il apprenait tout. Il était... Et c'est à cet âge-là qu'on grandit beaucoup. C'est à cet âge-là qu'on grandit beaucoup. Il faut bien. Et il, bon. Et donc, il ne pouvait plus payer le mélamède, le rébé, qu'on appelait ça un rébé. Alors, il est embêté, il dit le mélamède, il dit écoutez, ça va, hein, j'espère que les routes vont se dégager et que vous pourrez. Je vais continuer, ça me fait de la peine, c'est un génie, votre fils, je ne peux pas. Et la semaine passe, une semaine. Au bout de 2 mois, le Mélamède, il voit le père, il dit, écoutez, il faut que je nourrisse mes enfants là. Et je ne peux plus continuer. Si vous n'avez pas, hein, je ne vais pas continuer, je peux faire encore une semaine ou deux, mais après, j'ai plein d'autres propositions et c'est même pas ça, c'est que j'ai besoin de nourrir mes enfants. Et il est parti. Et un soir, je me suis réveillé en pleine nuit. Je n'avais pas à dormir. Je suis rentré dans la maison, dans le salon, quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'ils avaient un 18 pièces. Et j'ai entendu mes parents qui chuchotaient. Et mon père qui disait à ma mère, regarde, notre fils, c'est impossible de ne pas lui enseigner la Torah. C'est pas parce que c'est un génie, c'est parce qu'un enfant, il ne peut pas vivre sans Torah.
Alors, je te propose, ma femme, tu me dis si tu es d'accord. Si tu n'es pas d'accord, on ne fait pas. Il y a le plus riche du village qui marie sa fille. Il construit une maison, ils n'ont pas les pierres pour la cheminée. Il est venu me voir, il m'a demandé, il m'a dit, je suis prêt à payer une fortune pour avoir une cheminée. Ma fille, elle ne va pas être dans le froid, il fait froid là-bas. Alors, j'ai fait tout ce que je pouvais pour trouver les pierres. J'ai appelé des gens, j'ai envoyé des gens, j'ai écrit, machin, j'ai fait tout ce que je pouvais. Qu'une réponse, les routes sont coupées, Wallo. Un Wallo, il n'a pas dit. Non, ça, c'est impossible. Moi, par contre. Et voilà que j'ai eu une idée. Nous, on a une cheminée. J'enlève les pierres de la cheminée et on l'a fait chez cette jeune fille, cette jeune mariée. Et en plus, on fait une mitzvah de Mesamer Khatan et Kala. Et avec l'argent, ben, on a de quoi payer le mélamède le temps que j'espère que ça s'arrêtera. La mère, sans hésiter, elle lui dit, bien sûr. Le père lui dit, ma femme, t'as compris qu'on va avoir très froid. On est en plein hiver. Même si la guerre s'arrête dans 2 mois, on va, ça va être très très difficile. Tu es sûr? Elle dit, je te dis tout de suite oui, j'ai conscience que ça va être très dur. Et on tiendra parce que on fait la mitzvah. Et voilà que il a pris les pierres, il les a enlevées de la maison, et il les a mises chez cette jeune Kala, dans la maison du Khatan et de la Kala, et ça a permis de payer le Mélamède jusqu'à la fin de la guerre, et après, il n'y a pas eu de problème. Et le Radak de dire ça, presque 90 ans plus tard, de dire ça, et moi, j'ai hésité d'avoir froid un petit peu, de faire 800 mètres de moi à la chaude, parce qu'il fait très froid, effectivement. C'est sur moi que j'ai pleuré. C'est sur moi que j'ai pleuré. Ça, c'est des vrais pleurs. Alors, là, on comprend bien pourquoi Abraham, il a donné 400. Il n'était pas nogué à Badavar. Il voulait montrer qu'il n'est pas nogué à Davar. Il dit, moi, c'est pas grave. Si je donne pas 400, on me dit, bah, la mitzvah, elle passe après ses sous. Non, non. La mitzvah d'abord, les sous après. On a une dernière question à laquelle on n'a pas répondu, c'est Rivka. On a vu que Rivka, que Élisée, il a dit, elle dit, si je trouve la jeune fille qui va dire, bois et je fais boire tes chameaux, c'est bon. Sinon, non, hein. C'est le dire. Et lui, il est nogué à Badavar, il a envie de caser sa fille à lui. Il trouve la jeune fille, elle vient, tiens, bois. C'est vous les chameaux. Elle a fini d'abord. Elle a fini de le faire boire. Elle a fini de le faire boire. Et donc, elle a fini de le faire boire. Elle n'a pas dit tout de suite, donne, je te fais boire tes chameaux avec. Tiens, prends et je fais bois et je ferai boire tes chameaux. Elle a mis un temps. Lui, il voulait la spontanéité. Tac, tac. Là, non, comme si elle réfléchissait. On ne veut pas une fille qui réfléchisse au récit, on veut que ce soit inné. C'est ça que tu cherches. Qu'est-ce qui se passe? Première réponse, on peut dire la même chose. Que Eliezer, il voulait se dire, je ne veux pas montrer que je suis notre guerre Badabar. Donc j'attends. Ah, elle demande les chameaux, c'est bon, elle a passé le test. Mais ça ne répond pas à la deuxième question, que c'est pas si spontané. Il a vu quelque chose d'extraordinaire, une finesse chez Rivka. Quand il y a un minag, quand on fait le kidouche, et que tu bois et que tu passes le verre, avant de passer le verre, tu le mets dans un autre verre, avant de boire le verre. Bien qu'il faut boire tout de suite, le plus vite possible. Mais tu fais tac, tac.
Pourquoi? Parce que si on est invité, tu n'as peut-être pas envie de boire de ma bouche. D'accord? Si je bois et après je verse, ben, si je vais là, je bois, après je peux verser pour tout le monde. Mais si je bois d'abord et je n'ai pas versé avant, alors ça veut dire que tout le monde y boit de ma bouche. Tu n'as peut-être pas envie. C'est pas évident. Les gens qui n'aiment pas ça. Donc, elle a attendu qu'ils finissent. Et elle s'est dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Il restait de l'eau. Donc, comme il restait de l'eau, il avait fini. Maintenant qu'elle a fini, si elle jette l'eau qui reste et qu'elle va puiser, ça fait comme si c'était... Et ce qu'elle a fait, elle a attendu qu'il finisse. Quand il a fini, il restait de l'eau, elle l'a mis au charbon. Elle a eu la finesse de faire ça pour ne pas le blesser. Parce qu'elle n'allait pas remettre l'eau dans le puits. C'est comme tu craches pas dans un puits. Donc si elle remet l'eau dans le puits, bah, c'est de l'eau, voilà, c'est de l'eau qui a été bue. Donc elle a attendu qu'il finisse. Et voilà, maintenant je donne à boire au charbon. Vous comprenez la finesse? C'est ça qu'il a vu. Ici, on voit deux choses. Ici, dans ce shir, on a vu deux choses. On a vu que toutes choses, elles doivent être les Tovas. Il y a qu'Abraham, il pleure ce qu'il faut. Il faut faire le Tova. Et que quand tu es Nogi Abadava, il faut être encore plus vigilant. Quand tu es concerné par la chose, tu réfléchis. Attention. Et ça te permet d'être les Tova. En général, quand tu es concerné par la chose, tu es intéressé, c'est fini. Tu n'es plus objectif. Et si tu n'es plus objectif, tu ne prends pas la décision. Tu ne prends pas la bonne, tu prends celle qui t'intéresse. On voit ici ce que ça veut dire les Torah. On voit ici ce que ça veut dire. Hein. Pleurer à quel niveau, quand, pourquoi. On voit avec l'histoire d'Abraham qu'il a pris, il a pleuré ce qu'il fallait. On voit qu'il n'est pas Nogué Abadava, ça lui coûte une fortune, il la paye. Il ne peut pas dire, ah, moi j'ai la chade derrière moi, je l'ai enterré à côté, le champ d'à côté. Ah, c'est moi, ah, bah, ouais, ça s'arrange quoi. Non, ça s'arrange pas. Je ne suis pas un Nogué Abadava, je paye. On voit ça chez les Rav Shalom Tzidkiyahu. Il fait le Shabbat la marche, 1 heure et demie. Pourquoi? Pour que les autres ne disent pas, bon, ça l'arrange bien hein, dimanche, hein, parce que non, il vient, il les réjouit, etc. Il a dit, ouais, je suis venu pour vous dire que c'est pas la marche qui me faisait peur. Je ne suis pas Nogi Abadam. La mise il faut qu'elle se fasse comme ça. Qu'Hachem, il fasse qu'on réfléchisse bien à chaque chose qu'on fait, qu'on efface les Tovas, même si on est Nogi Abadavar, même si on est intéressé, si on est de parti pris, il faut bien qu'ayons un intérêt dans la chose, il faut justement ne pas être le parti pris et agir les Torahs chaque fois pour le bien. Bon, Shabbat Shalom. ouais. Bon, bonne chose.